quand le président Mitterrand m'a nommé chef du protocole au printemps 1993, je le connaissais un petit peu car je l'avais reçu à Québec, où j'étais consul général en 1987. Il était venu à 2 reprises, d'abord dans le cadre d'une visite d'État au Canada et ensuite pour le sommet francophone avec le Premier ministre Jacques Chirac. Et il était venu déjeuner à la résidence du consul général et à l'issue du déjeuner, j'avais eu l'occasion d'une petite conversation avec lui. Alors, j'ai été nommé sur proposition de Roland Dumas, et entre le moment où le décret a été signé et le moment où j'ai pris mes fonctions, en avril 1993, il y a eu les élections législatives de mars, le retour d'une majorité de droite à l'Assemblée nationale et la cohabitation. Donc la totalité du temps pendant lequel j'ai servi le président Mitterrand, ça a été la période de cohabitation. Monsieur Balladur ne gardait pas un très bon souvenir des tensions qui avaient marqué la cohabitation Mitterrand-Chirac entre 86 et 88, et en particulier des tensions qui avaient marqué la préparation de certains événements internationaux, les conseils européens, les sommets du G7, circonstances dans lesquelles le Premier ministre Jacques Chirac voulait vraiment marquer fortement la présence et la participation du Premier ministre. Et là, ce qui m'a beaucoup facilité les choses, c'est que dès le début de la cohabitation, des règles du jeu très claires ont été agréées entre le président et le Premier ministre. Sur le fond des choses, ce qui n'est pas mon sujet, le système du conseil restreint se réunissant chaque semaine avant ou après le Conseil des ministres pour traiter les grands sujets diplomatiques et de défense a permis à la France de s'exprimer d'une seule voix pendant 2 ans sur tous les sujets. Les déplacements du Premier ministre à l'étranger étaient notifiés bien à l'avance à l'Élysée pour s'assurer de l'accord du président. Et le président a laissé le Premier ministre faire de grands voyages à l'étranger. Je me rappelle avoir accompagné M. Balladur à Moscou, à Pékin, en Allemagne plusieurs fois, et auprès de Jean-Paul II au Saint-Siège. Pour les sommets bilatéraux, sommets franco-allemands, à Beaune, à Dijon, à Mulhouse, pour les sommets franco-espagnols, à Foix, ou pour les sommets bilatéraux à l'étranger, eh bien, le président de la République était accompagné par le Premier ministre. Il lui donnait la parole sur différents dossiers économiques, et souvent la conférence de presse était conjointe. Au Conseil européen, où chaque État membre dispose de 2 sièges, le Premier ministre siégeait aux côtés du président en alternance avec le ministre des Affaires étrangères. En revanche, au G7, qui avait été un point de friction sérieux dès le début de la cohabitation Mitterrand-Chirac, le Premier ministre avait accepté de ne pas venir au sommet du G7. Cette période a été une période de politique étrangère très active, construction européenne, avec un rôle moteur très important du couple franco-allemand et une entente exceptionnelle entre François Mitterrand et Helmut Kohl. Très bonne relation avec les États-Unis de Bill Clinton, très bonne relation aussi avec Boris Yeltsin après la chute de Gorbatchev. Mitterrand et Gorbatchev avaient eu aussi une entente personnelle forte et avaient conçu le projet de grande confédération européenne, mais avec Yeltsin, la relation a été bonne aussi, et avec l'Afrique aussi, une relation, un engagement personnel du président Mitterrand très fort. Il avait été ministre de l'Outre-mer, il avait, sous la 4e République, il avait fait des voyages longs, approfondis dans différents territoires à l'époque, et il connaissait très bien la plupart des chefs d'État d'Afrique francophone parce qu'ils étaient collègues à l'Assemblée nationale sous les années de la 4e République. Mitterrand a voulu affirmer la présence de la France en Asie centrale
après la chute de l'Union soviétique et l'indépendance de ces différents pays. Et il y a eu des voyages au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Turkménistan, préparés politiquement par Roland Dumas. Et là, le président de la République était accompagné par de grands chefs d'entreprise parce que nous étions très intéressés par les programmes de modernisation et d'ouverture économique de ces républiques d'Asie centrale. Il y a eu un voyage très émouvant de François Mitterrand en Afrique du Sud. Il avait une relation ancienne avec Mandela. Madame Mitterrand et France Liberté avaient beaucoup soutenu le combat de l'ANC contre l'apartheid. Et Mandela avait décidé que le jour où il serait président de la République de cette nouvelle Afrique du Sud, le premier chef d'État étranger qui serait invité en visite d'État serait son ami François Mitterrand. Nous avons eu en France, à l'initiative du président Mitterrand, des visites mémorables. Je pense à la visite de Fidel Castro, qui était venu faire un discours devant la conférence générale de l'UNESCO. Le gouvernement de M. Balladur ne voulait absolument pas de cette visite, il la désapprouvait. Et là, il y a eu une entorse au protocole à l'aéroport quand Castro est arrivé. Aucun ministre de la cohabitation n'était présent et c'est le chef du protocole qui avait été chargé au nom du gouvernement d'accueillir Fidel Castro. Nous avons eu la visite des plus hauts dirigeants chinois, le président Jiang Zemin, le premier ministre Li Peng, visite un peu compliquée à organiser parce que les médias français étaient vent debout contre les violations de droits de l'homme en Chine et les mouvements de droits de l'homme avaient bien l'intention de manifester leur mécontentement au cours de la visite. Donc ce sont certainement les deux visites qui m'ont donné le plus de fil à retordre, mais grâce au préfet de police Philippe Massoni, nous avions pu respecter la consigne que nous avait donnée l'ambassadeur de Chine à Paris au moment de la préparation, ni voir ni entendre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le président Jiang Zemin ou Li Peng ne devaient croiser des manifestants ou être incommodés par les cris des manifestants. Et puis il y a eu deux magnifiques événements, le 50e anniversaire du débarquement en Normandie, 6 juin 1994, puis la revue navale de Toulon en août de la même année pour rendre hommage aux pays qui avaient participé au débarquement. Le souvenir que j'ai de tous ces déplacements à l'étranger, c'est que le président Mitterrand était très attendu et très écouté. Il était devenu le doyen des chefs d'État démocratiquement élus et il remettait toujours les choses en perspective historique. Il impressionnait beaucoup ses interlocuteurs par sa connaissance de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de leur pays. Et il avait une conversation qui souvent les éblouissait. Quand il participait à une conférence internationale, multilatérale, par exemple l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, je me souviens d'un sommet à Vienne, quand le président Mitterrand prenait la parole, beaucoup de chefs d'État ou de gouvernement retiraient leurs écouteurs pour l'écouter parler en français, parce que beaucoup ne pouvaient pas parler français, mais avaient des connaissances de français. Et François Mitterrand veillait à parler lentement, de façon très claire, pour pouvoir être compris du plus grand nombre. Il a eu à la fin des messages très forts. Il faut vraiment relire son discours devant le Parlement européen début 1995, les très beaux, très émouvants discours prononcés à Berlin le 8 mai 1995 et pour son dernier déplacement à l'étranger à Moscou le 9 mai, dans lesquels il appelait avec ferveur les Européens à faire la paix, à ne plus jamais faire la guerre. Et donc nous étions, nous, le petit groupe qui l'accompagnait à l'étranger, nous étions très très fiers au fond de l'accompagner. Moi, c'est ces sentiments de fierté que j'ai éprouvé pendant ces 2 ans. Travailler avec François Mitterrand pour le chef du protocole était facile. Il
il se pliait au protocole, mais quand on dit qu'il se pliait au protocole, c'est lui qui le décidait en dernier recours. Mais quand je préparais un voyage, je lui soumettais une note qui transitait par Jean Vidal et Hubert Védrine, et généralement la note me revenait le lendemain avec le célèbre VU FM qui voulait dire allez-y. Et puis le travail avec Béatrice Marr, avec la cellule diplomatique, sous l'autorité d'Hubert Védrine, était facile et sympathique. Et puis Mitterrand avait du respect pour les ambassadeurs, aussi bien les nôtres quand ils se rendaient dans un pays que les ambassadeurs étrangers à Paris. Il les recevait individuellement quand ils venaient lui présenter leur lettre de créance. Ce n'était pas forcément un entretien très long, mais ils avaient la possibilité de dire au président les 2 ou 3 choses qui comptaient pour leur pays. Et puis, la dernière image que je garde du président Mitterrand, c'est cette passation de pouvoir avec Jacques Chirac le 17 mai 1995. On sentait le président de la République très soulagé d'avoir tenu jusqu'au bout, de ne pas avoir été obligé par la maladie de quitter ses fonctions avant le terme. Il était ainsi le premier président de la République à accomplir 2 septennats complets. Et il semblait heureux de transmettre ses pouvoirs à Jacques Chirac. Et je garde cette image des 2 présidents, Chirac raccompagnant Mitterrand sur le perron, allant vers sa voiture. Et Chirac dit « Monsieur le Président, je vais vous raccompagner jusqu'à votre voiture ». Et François Mitterrand lui répond « Il n'en est pas question, vous avez affaire, vos invités vous attendent dans la salle des fêtes ». Et Chirac lui a dit « Alors, jusqu'à la moitié du tapis ». Et Mitterrand a répondu « D'accord, la moitié du tapis ». Voilà la dernière phrase que j'ai entendue de la bouche du président Mitterrand, que j'ai eu l'honneur de servir pendant une période très passionnante.